compte-rendu de la 50e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 4 juillet 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 50e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la résurgence préoccupante de l'épidémie de choléra à Kinshasa. Le président de la République suit avec la plus grande préoccupation l'évolution de l'épidémie de choléra qui frappe actuellement dans la ville-province de Kinshasa, exposant gravement la santé de nos concitoyens, en particulier dans les quartiers les plus défavorisés. En ce moment de détresse, il a adressé toute sa solidarité aux familles endeuillées ou touchées par la maladie et il a rendu un hommage appuyé au personnel soignant, aux équipes de première ligne et aux agents communautaires qui, avec courage et abnégation, s'emploient à sauver des vies. Cette flambée épidémique n'est pas seulement une urgence sanitaire. Elle est le symptôme d'un enchaînement de vulnérabilités accumulées notamment avec les inondations récentes qui ont gravement détérioré les infrastructures d'assainissement, contaminé les sources d'eau potable et déplacé des milliers de personnes, les exposant à des conditions de promiscuité et d'insalubrité qui favorisent la propagation du choléra. Les derniers bulletins épidémiologiques fait état d'une progression alarmante. Rien que pour la semaine du 23 au 29 juin 2025, 4 nouvelles zones de santé ont enregistré de cas de choléra, portant à 25 le nombre total de zones touchées sur le 35 que compte la capitale Kinshasa. Nos capacités hospitalières et funéraires sont sous forte tension et la menace d'une épidémie généralisée, notamment dans le camp des sinistrés, se dessine. Face à ces tableaux préoccupants, le président de la République a appelé à une mobilisation nationale lucide et résolue. Sous la coordination de la Première ministre, il a instruit le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, de l'Environnement, des Ressources hydrauliques et électricité, de la Santé, des Affaires sociales, de la Communication et des médias, en concertation avec son cabinet et le gouvernement provincial de Kinshasa, à prendre sans délai les mesures suivantes. L'activation immédiate du plan de contingence en associant étroitement la division provinciale de la santé, les déploiements rapides des équipes médicales, des stocks d'intrants essentiels et des centres de traitement mobiles dans les zones les plus affectées, la désinfection systématique de points d'eau, des marchés, des écoles et autres lieux de forte fréquentation, la distribution massive d'eau potable, des kits d'hygiène et des produits de traitement d'eau dans les quartiers vulnérables, le renforcement de la surveillance épidémiologique, du dépistage communautaire et de la communication de proximité afin de sensibiliser les populations, de lutter contre le rumeur et de favoriser une adhésion collective aux consignes sanitaires. La coordination renforcée avec les partenaires techniques et financiers, en particulier ceux de l'OMS, de l'UNICEF, Médecins sans frontières et les agences humanitaires, pour mobiliser un soutien logistique, financier et opérationnel à la hauteur de la gravité de la situation. Un rapport particulier sur l'évolution de la situation est attendu du ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'engagement renforcé de la République démocratique du Congo dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit et de la mise en œuvre effective de l'addendum au communiqué conjoint de 2019. À ces propos, le président de la République a rappelé
que les violences sexuelles liées au conflit continuent de défigurer notre nation, de briser nos communautés et d'offenser notre humanité. Alors que nous aspirons à une république digne, stable et souveraine, il est impératif de traiter ces tragédies nationales avec rigueur et l'urgence qui s'impose. En plus, en 2023, plus de 123 000 cas ont été officiellement recensés et des milliers d'autres l'ont été depuis par le CICR, Médecins sans frontières et les Nations Unies. De 2020 à 2025, des actes de violence sexuelle, souvent perpétrés dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika, ont été documentés au sein même de nos forces de sécurité, FARDC, PNC et autres services publics. Ces faits d'une gravité extrême engagent désormais la responsabilité du commandant tant dans l'armée que dans la police nationale. Personne ne saurait se dérober des actes commis sous son autorité. Même les volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo doivent recevoir des directives claires à ces sujets. Le président de la République a rappelé que notre pays a signé en 2013 un communiqué conjoint avec les Nations Unies, renforcé en 2019 par un addendum contraignant. Ces engagements doivent être appliqués sans délai. À cet effet, il a personnellement échangé avec Mme Pramila Patten, sous-secrétaire générale des Nations Unies, pour établir une feuille de route opérationnelle en lien avec le ministère concerné. Ainsi, il a instruit formellement les autorités suivantes à mettre en œuvre des actions concrètes, mesurables et irréversibles. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, d'exécuter le plan d'action de la police nationale congolaise, de désigner un point focal et d'interdire toute promotion d'agents impliqués. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, d'exclure tout militaire coupable de documenter les abus et de faire signer des engagements au commandement. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, d'intensifier les démarches pour repositionner notre pays au Conseil de sécurité. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, de donner des injonctions de poursuite sans complaisance contre les auteurs et de proposer les réformes législatives nécessaires. La coordination présidentielle en charge de la jeunesse, des femmes et de la lutte contre la traite, d'assurer le suivi de l'addendum, produire des rapports périodiques, renforcer la redevabilité et améliorer l'accessibilité de la ligne verte 122. Un rapport d'exécution est attendu dans un délai de 30 jours. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur son séjour à Rome en Italie, à Osaka et Tokyo au Japon. Au cours du sommet conjoint sur le plan Mattei et Global Gateway tenu à Rome le 20 juin 2025, elle a présenté l'évolution du développement du corridor de Lobito, qui est un programme structurant autour de minerais critiques, de la création d'emplois et de la construction des infrastructures dans un partenariat gagnant-gagnant. Elle a également présenté le projet Inga 3, pour lequel certains entrepreneurs italiens ont exprimé un grand intérêt. Quant à son séjour au Japon, où elle a séjourné du 24 janvier au 1er juillet 2025, sa mission était marquée d'une série d'activités clés, dont les forums économiques sur les investissements en RDC, organisés en marge de l'Expo universelle, la célébration de la fête de l'indépendance de notre pays, organisée par les autorités japonaises, ainsi que plusieurs audiences accordées à différentes personnalités. Elle a notamment eu un échange de haut niveau avec son homologue, le Premier ministre japonais, M. Shigeru Ishiba, autour des enjeux internationaux et aussi de son intérêt à investir dans la chaîne de valeur de minerais stratégiques en République démocratique du Congo.
En marge du forum économique sur les investissements en RDC, organisé par l'ANAPI, des contacts stratégiques ont été noués avec des investisseurs japonais. À ce titre, 22 entreprises envisagent de s'implanter dans notre pays à la suite de 4 déjà présentes telles que AML, dont elle a parrainé la signature de mémorandum avec une société congolaise, à l'occurrence Kerit Ressources, John Venture, qui travaillera à exploiter du manganèse dans la province du Congo central. Dans la poursuite de ces échanges, la Première ministre a tenu le 27 juin 2025 à l'Université de Saka un exposé académique sur le thème du statut de la jeunesse et des femmes en RDC, valeurs et significations pour les sociétés africaines et japonaises. De retour à Kinshasa, elle a présidé le jeudi 3 juillet 2025 la réunion du comité de conjoncture économique qui a porté sur 2 points, notamment l'analyse de la note de conjoncture économique hebdomadaire ainsi que les réflexions sur les répercussions potentielles d'un choc exogène sur notre économie nationale. La Première ministre a terminé sa communication en félicitant le président de la République, chef de l'État, pour son implication personnelle dans la conclusion de l'accord de paix avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique, ainsi que le gouvernement congolais à travers notamment la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Cet accord constitue un jalon déterminant dans les processus de consolidation d'une paix durable face à une agression qui perdure depuis plus de 3 décennies. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a présenté au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par sa satisfaction à la suite de l'adresse à la nation du président de la République, la satisfaction aussi bien de la population que de la classe politique, toutes tendances confondues, autour du contenu et des effets attendus de l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. L'exaspération de la population dans les zones occupées par les terroristes RDF M23 AFC à la suite des tueries, atrocités, rafles de jeunes et incendies de villages. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a indiqué avoir présidé le mardi 1er juillet 2025 la réunion des sécurités sur la criminalité, spécifiquement les braquages, les banditismes urbains et périurbains, ainsi que les phénomènes de coupeurs de route. Des instructions précises ont été données, des mesures ont été renforcées et des autorités des services ont été responsabilisées pour mettre fin à ces différents fléaux. Revenant sur le pluie diluvienne qui se sont abattus sur les villes de Kinshasa, de Kalemi, de Fizi entre avril et juin dernier, provoquant de graves inondations, des glissements de terrain et d'autres calamités naturelles, le vice-premier ministre a précisé qu'il a été mis sur pied avec la participation de ministères concernés, le plan de sortie de crise et des résiliences de communautés touchées, structuré autour de 3 phases principales: la réponse immédiate et assistance humanitaire, la réhabilitation et la reconstruction et la prévention et résilience aux inondations. Ces plans étaient assortis d'un budget nécessitant une coordination multisectorielle et un partenariat entre le gouvernement, les autorités locales, les ONG et la société civile, ainsi que le partenaire technique et financier. Il vise à permettre le retour des sinistrés dans leur milieu d'habitation et d'éviter à la République d'autres dépenses supplémentaires considérables. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a pour sa part informé le membre du Conseil de la situation sécuritaire et opérationnelle des défenses sur le terrain. Dans les Nord Kivu, les dispositifs de nos forces sont demeurés inchangés avec la poursuite des opérations conjointes contre les ADF MTM dans la forêt des Mangurujipa en territoire de Lubero. Parallèlement, les FARDC sont restés en alerte
face aux tentatives d'attaque de leur position par les agresseurs et leurs alliés. Dans les Sud Kivu, des lignes de front sont restées échangées où les FARDC opposent une résistance farouche à toutes les tentatives de progression de l'ennemi. Dans ces contextes, les capacités de surveillance ont été considérablement renforcées sur l'ensemble du territoire concerné. C'est ainsi que la force aérienne a intercepté et neutralisé un aéronef ennemi alors qu'il tentait d'assurer le ravitaillement des éléments hostiles dans les territoires de Fizi, particulièrement à Minembwe. Dans les triangles Congo central, Kinshasa et Grand Bandundu, les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent sans relâche la traque des éléments Mobondo restés hostiles aux initiatives de paix menées dans cette partie du pays. Une avancée significative est observée dans les opérations menées contre cette milice dont l'impact sur la population civile connaît une nette diminution depuis plusieurs semaines. Dans d'autres provinces, en l'absence des menaces directes avérées dans leurs zones de responsabilité respectives, commandants des régions militaires ont apporté leur appui aux actions menées par la police nationale congolaise contre les différentes formes de criminalité urbaine enregistrées au cours de cette semaine. Le ministre de la Pêche et l'Élevage a, au nom du ministre de la Santé, en mission, brossé la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. En ce qui concerne le Mpox, il s'est observé, par rapport à la semaine passée, l'augmentation à la 25e semaine de cas suspects passant de 394 à 530. Des actions de riposte sont en cours afin de venir à bout de cette épidémie. Pour ce qui est du choléra, la tendance à la 25e semaine épidémiologique est marquée par une hausse du nombre de nouveaux cas, passant de 1271 à 1551 de cas suspects, dont 46 décès, soit une létalité de 2,9% contre 3% à la 24e semaine. La province du Sud Kivu reste la plus touchée au cours de cette période, avec 37% de cas dans tout le pays. La ville de Kinshasa fait face également à une résurgence épidémique de choléra, avec 25 zones de santé touchées rapportant des cas suspects et d'autres cas confirmés. Les dispositifs de riposte est opérationnel avec des actions d'investigation, des prises en charge de malades et de prévention. Note d'information relevant du ministère des Affaires foncières. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a présenté au Conseil une note d'information à deux volets. Le premier volet portait sur la tentative de spoliation de l'extension de la pépinière de Bandalungwa dans la commune de Bandalungwa ainsi que les mesures prises par le ministère. En effet, cet espace de 5 hectares, 43 arts, 12 centiares et 30 centimes, a fait l'objet d'une tentative de spoliation par des individus cherchant à se l'approprier illégalement. Cette opération frauduleuse s'est manifestée par la production de faux documents fonciers de la part d'une succession dite à Lungwa Bofossa, des manœuvres visant à contourner les procédures légales d'acquisition par la société CIM. Le tout avec l'implication de certaines autorités et autres acteurs locaux pour faciliter cette spoliation. Grâce à l'intervention rapide du ministère, l'espace foncier concerné a été préservé et maintenu sous la gestion de l'État. Cette action s'inscrit dans une dynamique plus large de protection du patrimoine foncier de l'État et des renforcements de mécanismes de gouvernance foncière. Le deuxième volet de son intervention a porté sur la proposition des résolutions définitives du conflit foncier dans les concessions d'Aipen, ICCN et les sites touristiques de Nantsele. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a signalé que sur ces concessions, plusieurs occupations et prétentions se superposent et portent atteinte au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de ces établissements publics. L'objectif poursuivi est de délimiter la superficie de chaque structure, fixer de manière définitive leur étendue, apporter une solution sociale face aux cas nombreux d'occupations enregistrées par deux tiers et mettre fin aux conflits fonciers causés par ces occupations. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières,
a sollicité du gouvernement la prise d'acte des mesures envisagées pour protéger les patrimoines de l'État dans les sites précités, ce qui a été fait parce que le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de finances. Le ministre des Finances a pour sa part fait le point aux membres du Conseil des réformes en cours pour l'amélioration de l'offre de financement à moyen et long terme. En ce qui concerne l'état d'avancement du projet de création de la Caisse des dépôts et consignations, il a indiqué que son ministère, avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement, vient de conclure avec satisfaction l'étude diagnostique stratégique sur les sources des financements insuffisamment exploitées. En plus de cette cartographie, l'étude a rappelé la nécessité de centraliser toutes ces ressources disséminées dans plusieurs banques et compte dans une caisse des dépôts et consignations en vue de faciliter leur canalisation vers les investissements publics prioritaires. Un projet de loi relatif à la création d'une caisse des dépôts et consignations est en cours de finalisation et sera soumis au Conseil dans les jours qui viennent. Quant à la relation entre la Caisse des dépôts et consignations et la Banque de développement, le ministre des Finances a évoqué le fait qu'excepté la question du capital social, estimé à 150 millions de dollars, et du siège de l'institution, les autres éléments du dossier des demandes d'agrément sont actuellement prêts pour être soumis à l'agrément de la Banque centrale du Congo. Toutefois, la réforme en cours prévoit de faire de la Banque des développements une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Dans ces cadres, la Banque de développement assurera, d'une part, la fonction du caissier de la Caisse des dépôts et consignations et d'autre part, celle de l'instrument de financement de l'économie à partir de ressources centralisées en ses livres. Ces ressources longues devenant stables, sa dépendance vis-à-vis des emprunts extérieurs sera limitée et sa résilience renforcée. En phase avec le programme du gouvernement, les ministères de Finances restent engagés à poursuivre la mise en œuvre de réformes visant l'amélioration du financement de l'économie en vue de l'augmentation des investissements et l'accélération de la croissance économique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Faisant suite aux instructions du président de la République, lors de la réunion du Conseil de ministres du 24 juin, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a présenté le rapport d'évaluation à mi-parcours sur la mise en œuvre du système licence master doctorat LMD en République démocratique du Congo. Il ressort de l'analyse de la Grande Commission nationale mise en place que la mise en œuvre du système LMD représente une opportunité historique de refondation de notre enseignement supérieur qui reste cependant confronté à quelques obstacles. Pour y faire face, la ministre a encouragé le gouvernement à poursuivre notamment avec le renforcement des investissements publics en infrastructures académiques et technologiques, condition indispensable pour créer un cadre d'apprentissage conforme aux normes LMD, l'instauration d'un programme national de renforcement de capacités pour le personnel académique, le soutien actif de la vulgarisation du système LMD, notamment par la publication d'un document de vulgarisation et référence tel que comprend le système LMD, l'opérationnalisation de réformes structurelles en matière de gouvernance incluant la digitalisation de la gestion académique, l'élaboration de plans stratégiques institutionnels et la mise en place des mécanismes d'évaluation et de redevabilité. La mise en place d'un dispositif de financement équitable intégrant bourse d'études, dotation en ressources pédagogiques et soutien aux initiatives locales. Concluant son rapport, elle a souligné que la réussite du système LMD repose sur l'engagement collectif du gouvernement à traduire en actes la vision présidentielle d'un enseignement supérieur aligné sur les standards internationaux, catalyseurs du développement national. La dernière note d'information du Conseil de ministres de ce jour a été présentée par le ministre du Commerce extérieur qui a fait le point des enjeux et perspectives de la double
participation de la République démocratique du Congo aux expositions de Changsha en Chine du 12 au 15 juin dernier et d'Osaka au Japon, dont les activités s'étendent jusqu'en octobre 2025. Après avoir fait le rapport d'activité de notre pays à ces activités des vitrines internationales des économies émergentes qui ont permis aux délégations congolaises de présenter les opportunités d'investissement, de favoriser l'exploration de nouveaux marchés, de développer de nouveaux partenariats solides et équitables avec d'autres pays, ainsi que de promouvoir les potentialités culturelles et touristiques. À l'issue de cette participation croisée aux expositions de Changsha et d'Osaka, le gouvernement se voit plus déterminé dans sa démarche de voir le commerce extérieur contribuer dans les 5 prochaines années à l'amélioration significative de l'image de marque du pays à travers le monde, le rendant plus fréquentable pour des investissements directs étrangers et l'accroissement de sa capacité de production et des exportations. C'est dans cette perspective que s'inscrit la nécessité de poursuivre et d'accélérer la mise en œuvre de réformes courageuses et des mesures rigoureuses visant à organiser et à stimuler les systèmes nationaux de production, garantissant la stabilité des chaînes d'approvisionnement en matières premières, en intrants et en produits agricoles bruts, ainsi que leur transformation à travers des chaînes des valeurs, tant au niveau de la petite et moyenne industrie que l'industrie lourde. Le ministre du Commerce extérieur a conclu son rapport par une série de recommandations stratégiques au gouvernement pour cristalliser la nouvelle dynamique d'amélioration et de la participation de la République démocratique du Congo aux foires et expositions à travers le monde. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, le Conseil de ministres a approuvé le relevé des décisions prises lors de la 49e réunion tenue le 27 juin 2025 dernier. Au quatrième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de un dossier relevant du secteur du portefeuille, le ministre du portefeuille a soumis au Conseil le dossier relatif à la situation de la sucrière du Kivu qui nécessite la prise en main du gouvernement pour sauver cette entité agro-industrielle stratégique de la province du Sud Kivu et dont le potentiel de production du sucre demeure une opportunité économique et sociale pour la population. Compte tenu de l'urgence liée à la préservation de la production attendue en juillet-septembre 2025, au regard du calendrier agricole de Suki, il a recommandé au gouvernement notamment le renforcement de la sécurité des employés, équipements et installations afin d'accompagner les opérations liées à la campagne agricole en cours, l'accompagnement du gouvernement par l'octroi à brève échéance d'un financement indispensable pour garantir la réalisation de la campagne agricole 2024-2025, éviter la perte significative de 1400 hectares de canne à sucre actuellement en maturité et préserver ainsi la continuité opérationnelle de l'usine. Après débat et délibération, ces dossiers a été adopté, notamment le principe pour le gouvernement de donner les financements qu'il faut à cette structure qui va permettre non seulement d'assurer la production de la saison agricole attendue, mais aussi de préserver plus de 1800 emplois. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, 2 textes ont été soumis à l'examen du Conseil. Le premier, présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, il s'agit du décret portant statut, organisation et fonctionnement de la Commission de la concurrence Comco. Il a indiqué que ces textes apportent des réformes structurelles suivantes, notamment la clarification du statut juridique de la Comco, service public à caractère technique, doté de la personnalité juridique et jouissant d'une autonomie administrative et financière placée sous la tutelle du ministre de l'Économie nationale. Il agit comme autorité des régulations, de la concurrence et de protection de consommateurs. Organisation de la Comco avec une structuration plus opérationnelle, avec l'introduction des 5 organes, encadrement spécifique du personnel, ressources ainsi que dispositions transitoires. Soulignant la nécessité de l'adoption de ce projet de décret qui constitue une avancée majeure dans la réforme de la gouvernance économique nationale, le vice-premier ministre a précisé
qu'il permettra non seulement de renforcer l'attractivité du climat des affaires, mais également de protéger les intérêts de consommateurs tout en favorisant une saine concurrence sur le marché. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. Le deuxième texte a été soumis par le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, assurant l'intérim du ministre d'État, ministre de la Justice, le projet d'ordonnance-loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 6 juillet 2025. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance-loi. Avant la clôture du Conseil de ministres de ce jour, la Première ministre chef du gouvernement a tenu à féliciter le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, le ministère du Plan, ainsi que tous les services qui ont été impliqués dans le travail qui a permis l'approbation d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire international qui a déclenché la mise à disposition d'à peu près 268 millions de dollars qui viendra renforcer les stocks de réserves de change. Commencé à 14h29, la réunion du Conseil a pris fin à 18h50. Je vous remercie. Compte rendu de la 50e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 4 juillet 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 50e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la résurgence préoccupante de l'épidémie de choléra à Kinshasa. Le président de la République suit avec la plus grande préoccupation l'évolution de l'épidémie de choléra qui frappe actuellement dans la ville-province de Kinshasa, exposant gravement la santé de nos concitoyens, en particulier dans les quartiers les plus défavorisés. En ce moment de détresse, il a adressé toute sa solidarité aux familles endeuillées ou touchées par la maladie et il a rendu un hommage appuyé au personnel soignant, aux équipes de première ligne et aux agents communautaires qui, avec courage et abnégation, s'emploient à sauver des vies. Cette flambée épidémique n'est pas seulement une urgence sanitaire. Elle est le symptôme d'un enchaînement de vulnérabilités accumulées notamment avec les inondations récentes qui ont gravement détérioré les infrastructures d'assainissement, contaminé les sources d'eau potable et déplacé des milliers de personnes, les exposant à des conditions de promiscuité et d'insalubrité qui favorisent la propagation du choléra. Les derniers bulletins épidémiologiques fait état d'une progression alarmante. Rien que pour la semaine du 23 au 29 juin 2025, 4 nouvelles zones de santé ont enregistré de cas de choléra, portant à 25 le nombre total de zones touchées sur le 35 que compte la capitale Kinshasa. Nos capacités hospitalières et funéraires sont sous forte tension et la menace d'une épidémie généralisée, notamment dans le camp des sinistrés, se dessine. Face à ces tableaux préoccupants, le président de la République a appelé à une mobilisation nationale lucide et résolue. Sous la coordination de la Première ministre, il a instruit le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, de l'Environnement, des Ressources hydrauliques et électricité, de la Santé, des Affaires sociales, de la Communication et des Médias, en concertation avec son cabinet,
et le gouvernement provincial de Kinshasa à prendre sans délai les mesures suivantes. L'activation immédiate du plan de contingence en associant étroitement la division provinciale de la santé, les déploiements rapides des équipes médicales, des stocks d'intrants essentiels et des centres de traitement mobiles dans les zones les plus affectées, la désinfection systématique de points d'eau, des marchés, des écoles et autres lieux de forte fréquentation, la distribution massive d'eau potable, des kits d'hygiène et des produits de traitement d'eau dans les quartiers vulnérables, le renforcement de la surveillance épidémiologique, du dépistage communautaire et de la communication de proximité afin de sensibiliser les populations, de lutter contre le rumeur et de favoriser une adhésion collective aux consignes sanitaires. La coordination renforcée avec les partenaires techniques et financiers, en particulier ceux de l'OMS, de l'UNICEF, Médecins sans frontières et les agences humanitaires, pour mobiliser un soutien logistique, financier et opérationnel à la hauteur de la gravité de la situation. Un rapport particulier sur l'évolution de la situation est attendu du ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'engagement renforcé de la République démocratique du Congo dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit et de la mise en œuvre effective de l'addendum au communiqué conjoint de 2019. À ces propos, le président de la République a rappelé que les violences sexuelles liées au conflit continuent de défigurer notre nation, de briser nos communautés et d'offenser notre humanité. Alors que nous aspirons à une République digne, stable et souveraine, il est impératif de traiter ces tragédies nationales avec rigueur et l'urgence qui s'impose. En plus, en 2023, plus de 123 000 cas ont été officiellement recensés et des milliers d'autres l'ont été depuis par le CICR, Médecins sans frontières et les Nations unies. De 2020 à 2025, des actes de violence sexuelle, souvent perpétrés dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika, ont été documentés au sein même de nos forces de sécurité, FARDC, PNC et autres services publics. Ces faits d'une gravité extrême engagent désormais la responsabilité du commandant tant dans l'armée que dans la police nationale. Personne ne saurait se dérober des actes commis sous son autorité. Même les volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo doivent recevoir des directives claires à ces sujets. Le président de la République a rappelé que notre pays a signé en 2013 un communiqué conjoint avec les Nations Unies, renforcé en 2019 par un addendum contraignant. Ces engagements doivent être appliqués sans délai. À cet effet, il a personnellement échangé avec Mme Pramila Patten, sous-secrétaire générale des Nations Unies, pour établir une feuille de route opérationnelle en lien avec le ministère concerné. Ainsi, il a instruit formellement les autorités suivantes à mettre en œuvre des actions concrètes, mesurables et irréversibles. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, d'exécuter le plan d'action de la police nationale congolaise, de désigner un point focal et d'interdire toute promotion d'agents impliqués. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, d'exclure tout militaire coupable de documenter les abus et de faire signer des engagements au commandement. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, d'intensifier les démarches pour repositionner notre pays au Conseil de sécurité. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, de donner des injonctions de poursuite sans complaisance contre les auteurs et de proposer les réformes législatives nécessaires. La coordination présidentielle en charge de la jeunesse
des femmes et de la lutte contre la traite, d'assurer le suivi de l'addendum, produire des rapports périodiques, renforcer la redevabilité et améliorer l'accessibilité de la ligne verte 122. Un rapport d'exécution est attendu dans un délai de 30 jours. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur son séjour à Rome en Italie, à Osaka et Tokyo au Japon. Au cours du sommet conjoint sur le plan Mattei et Global Gateway tenu à Rome le 20 juin 2025, elle a présenté l'évolution du développement du corridor de Lobito, qui est un programme structurant autour de minerais critiques, de la création d'emplois et de la construction des infrastructures dans un partenariat gagnant-gagnant. Elle a également présenté le projet Inga 3, pour lequel certains entrepreneurs italiens ont exprimé un grand intérêt. Quant à son séjour au Japon, où elle a séjourné du 24 janvier au 1er juillet 2025, sa mission était marquée d'une série d'activités clés, dont les forums économiques sur les investissements en RDC, organisés en marge de l'Expo universelle, la célébration de la fête de l'indépendance de notre pays, organisée par les autorités japonaises, ainsi que plusieurs audiences accordées à différentes personnalités. Elle a notamment eu un échange de haut niveau avec son homologue, le Premier ministre japonais, M. Shigeru Ishiba, autour des enjeux internationaux et aussi de son intérêt à investir dans la chaîne de valeur de minerais stratégiques en République démocratique du Congo. En marge du forum économique sur les investissements en RDC, organisé par l'ANAPI, des contacts stratégiques ont été noués avec des investisseurs japonais. À ce titre, 22 entreprises envisagent de s'implanter dans notre pays à la suite de 4 déjà présentes telles que AML, dont elle a parrainé la signature de mémorandum avec une société congolaise, à l'occurrence Kerit Ressources, John Venture, qui travaillera à exploiter du manganèse dans la province du Congo central. Dans la poursuite de ces échanges, la Première ministre a tenu le 27 juin 2025 à l'Université d'Osaka un exposé académique sur le thème du statut de la jeunesse et des femmes en RDC, valeurs et significations pour les sociétés africaines et japonaises. De retour à Kinshasa, elle a présidé le jeudi 3 juillet 2025 la réunion du comité de conjoncture économique qui a porté sur 2 points, notamment l'analyse de la note de conjoncture économique hebdomadaire ainsi que les réflexions sur les répercussions potentielles d'un choc exogène sur notre économie nationale. La Première ministre a terminé sa communication en félicitant le président de la République, chef de l'État, pour son implication personnelle dans la conclusion de l'accord de paix avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique, ainsi que le gouvernement congolais à travers notamment la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Cet accord constitue un jalon déterminant dans les processus de consolidation d'une paix durable face à une agression qui perdure depuis plus de 3 décennies. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a présenté au Conseil les rapports sur l'état et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par sa satisfaction à la suite de l'adresse à la nation du président de la République, la satisfaction aussi bien de la population que de la classe politique, toutes tendances confondues, autour du contenu et des effets attendus de l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. L'exaspération de la population dans les zones occupées par les terroristes RDF M23 AFC à la suite des tueries, atrocités, rafles de jeunes et incendies de villages. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a indiqué avoir présidé le mardi 1er juillet 2025 la réunion de sécurité
sur la criminalité spécifiquement les braquages, les banditismes urbains et périurbains, ainsi que les phénomènes de coupeurs de route. Des instructions précises ont été données, des mesures ont été renforcées et des autorités des services ont été responsabilisées pour mettre fin à ces différents fléaux. Revenons sur le pluie diluvienne qui se sont abattues sur les villes de Kinshasa, de Kalemi, de Fizi entre avril et juin dernier, provoquant de graves inondations, des glissements de terrain et d'autres calamités naturelles. Le vice-premier ministre a précisé qu'il a été mis sur pied avec la participation de ministères concernés, le plan de sortie de crise et des résiliences de communautés touchées, structuré autour de 3 phases principales: la réponse immédiate et assistance humanitaire, la réhabilitation et la reconstruction et la prévention et résilience aux inondations. Ces plans est assorti d'un budget nécessitant une coordination multisectorielle et un partenariat entre le gouvernement, les autorités locales, les ONG et la société civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Il vise à permettre le retour des sinistrés dans leur milieu d'habitation et d'éviter à la République d'autres dépenses supplémentaires considérables. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a pour sa part informé le membre du Conseil de la situation sécuritaire et opérationnelle des défenses sur le terrain. Dans les Nord Kivu, les dispositifs de nos forces sont demeurés inchangés avec la poursuite des opérations conjointes contre les ADF-MTM dans la forêt des Mangurujipa en territoire de Lubero. Parallèlement, les FARDC sont restés en alerte face aux tentatives d'attaque de leur position par les agresseurs et leurs alliés. Dans les Sud Kivu, des lignes de front sont restées échangées où les FARDC opposent une résistance farouche à toutes les tentatives de progression de l'ennemi. Dans ces contextes, les capacités de surveillance ont été considérablement renforcées sur l'ensemble du territoire concerné. C'est ainsi que la force aérienne a intercepté et neutralisé un aéronef ennemi alors qu'il tentait d'assurer le ravitaillement des éléments hostiles dans les territoires de Fizi, particulièrement à Minembwe. Dans les triangles Congo central, Kinshasa et Grand Bandundu, les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent sans relâche la traque des éléments Mobondo restés hostiles aux initiatives de paix menées dans cette partie du pays. Une avancée significative est observée dans les opérations menées contre cette milice dont l'impact sur la population civile connaît une nette diminution depuis plusieurs semaines. Dans d'autres provinces, en l'absence des menaces directes avérées dans leurs zones de responsabilité respectives, commandants des régions militaires ont apporté leur appui aux actions menées par la police nationale congolaise contre les différentes formes de criminalité urbaine enregistrées au cours de cette semaine. Le ministre de la Pêche et l'Élevage a, au nom du ministre de la Santé, en mission, brossé la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. En ce qui concerne le Mpox, il s'est observé, par rapport à la semaine passée, l'augmentation à la 25e semaine de cas suspects passant de 394 à 530. Des actions de riposte sont en cours afin de venir à bout de cette épidémie. Pour ce qui est du choléra, la tendance à la 25e semaine épidémiologique est marquée par une hausse du nombre de nouveaux cas, passant de 1271 à 1551 de cas suspects, dont 46 décès, soit une létalité de 2,9% contre 3% à la 24e semaine. La province du Sud Kivu reste la plus touchée au cours de cette période, avec 37% de cas dans tout le pays. La ville de Kinshasa fait face également à une résurgence épidémique de choléra, avec 25 zones de santé touchées rapportant des cas suspects et d'autres cas confirmés. Les dispositifs de riposte est opérationnel avec des actions d'investigation, des prises en charge de malades et de prévention. Note d'information relevant du ministère des Affaires foncières. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a présenté au Conseil une note d'information à 2 volets. Le premier volet portait sur la tentative
des spoliations de l'extension de la pépinière de Bandalungwa dans la commune de Bandalungwa ainsi que les mesures prises par le ministère. En effet, cet espace de 5 hectares, 43 arts, 12 centiares et 30 centimes a fait l'objet d'une tentative de spoliation par des individus cherchant à se l'approprier illégalement. Cette opération frauduleuse s'est manifestée par la production de faux documents fonciers de la part d'une succession dite à Lungwa Bofossa, des manœuvres visant à contourner les procédures légales d'acquisition par la société CIM. Le tout avec l'implication de certaines autorités et autres acteurs locaux pour faciliter cette spoliation. Grâce à l'intervention rapide du ministère, l'espace foncier concerné a été préservé et maintenu sous la gestion de l'État. Cette action s'inscrit dans une dynamique plus large de protection du patrimoine foncier de l'État et des renforcements de mécanismes de gouvernance foncière. Le deuxième volet de son intervention a porté sur la proposition des résolutions définitives du conflit foncier dans les concessions d'Aipen, ICCN et les sites touristiques de Nantsele. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a signalé que sur ces concessions, plusieurs occupations et prétentions se superposent et portent atteinte au fonctionnement et à l'accomplissement de missions de ces établissements publics. L'objectif poursuivi est de délimiter la superficie de chaque structure, fixer de manière définitive leur étendue, apporter une solution sociale face aux cas nombreux d'occupations enregistrées par deux tiers et mettre fin aux conflits fonciers causés par ces occupations. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a sollicité du gouvernement la prise d'acte des mesures envisagées pour protéger les patrimoines de l'État dans les sites précités, ce qui a été fait parce que le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de finances. Le ministre des Finances a pour sa part fait le point aux membres du Conseil des réformes en cours pour l'amélioration de l'offre de financement à moyen et long terme. En ce qui concerne l'état d'avancement du projet de création de la Caisse des dépôts et consignations, il a indiqué que son ministère, avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement, vient de conclure avec satisfaction l'étude diagnostique stratégique sur les sources des financements insuffisamment exploitées. En plus de cette cartographie, l'étude a rappelé la nécessité de centraliser toutes ces ressources disséminées dans plusieurs banques et compte dans une caisse des dépôts et consignations en vue de faciliter leur canalisation vers les investissements publics prioritaires. Un projet de loi relatif à la création d'une caisse des dépôts et consignations est en cours de finalisation et sera soumis au Conseil dans les jours qui viennent. Quant à la relation entre la Caisse des dépôts et consignations et la Banque de développement, le ministre des Finances a évoqué le fait qu'excepté la question du capital social, estimé à 150 millions de dollars, et du siège de l'institution, les autres éléments du dossier des demandes d'agrément sont actuellement prêts pour être soumis à l'agrément de la Banque centrale du Congo. Toutefois, la réforme en cours prévoit de faire de la Banque de développement une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Dans ces cadres, la Banque de développement assurera, d'une part, la fonction du caissier de la Caisse des dépôts et consignations et d'autre part, celle de l'instrument de financement de l'économie à partir de ressources centralisées en ses livres. Ces ressources longues devenant stables, sa dépendance vis-à-vis des emprunts extérieurs sera limitée et sa résilience renforcée. En phase avec le programme du gouvernement, les ministères de Finances restent engagés à poursuivre la mise en œuvre de réformes visant l'amélioration du financement de l'économie en vue de l'augmentation des investissements et l'accélération de la croissance économique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Faisant suite aux instructions du président de la République, lors de la réunion du Conseil de ministres du 24 juin, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a présenté le rapport d'évaluation à mi-parcours
sur la mise en œuvre du système licence master doctorat LMD en République démocratique du Congo. Il ressort de l'analyse de la grande commission nationale mise en place que la mise en œuvre du système LMD représente une opportunité historique de refondation de notre enseignement supérieur qui reste cependant confronté à quelques obstacles. Pour y faire face, la ministre a encouragé le gouvernement à poursuivre notamment avec le renforcement des investissements publics en infrastructures académiques et technologiques, condition indispensable pour créer un cadre d'apprentissage conforme aux normes LMD, l'instauration d'un programme national de renforcement de capacités pour le personnel académique, le soutien actif de la vulgarisation du système LMD, notamment par la publication d'un document de vulgarisation et références tels que comprend le système LMD, l'opérationnalisation de réformes structurelles en matière de gouvernance incluant la digitalisation de la gestion académique, l'élaboration de plans stratégiques institutionnels et la mise